Je vais peut-être laisser la parole tout de suite aux représentantes de la clinique d'Aix-en-Provence, à savoir Adeline et Alice qui sont présentes ici. Oui, bonjour, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices, en particulier à Lily et Noam pour avoir organisé ce rendez-vous. Donc, pardon, je ne sais pas, on fait un tour de table ou je commence la présentation substantielle? Oh, je pense que on fera un tour de table au fur et à mesure qu'on distribuera la parole peut-être. Parfait, parfait. Donc, je m'appelle Adeline Offray-O'Neill et je suis la coordinatrice générale et pédagogique de Aix Global Justice, donc une clinique juridique qui se situe effectivement à la faculté d'Aix-en-Provence, qui est attachée donc à l'Institut d'études humanitaires internationales et qui a été fondée en 2015 donc à l'initiative de doctorants et de doctorantes et qui est aujourd'hui sous la direction du professeur Ludovic Mbel. Donc, cette clinique, elle est vraiment spécialisée en droit international des droits de l'homme, mais aussi dans toutes les matières connexes que peuvent être le droit international pénal, le droit international humanitaire, le droit des étrangers, l'environnement, business and human rights. Et aujourd'hui, on se spécialise aussi beaucoup sur un aspect de stratégie contentieuse. Donc, on vient en aide aussi pour élaborer beaucoup les stratégies contentieuses, mais aussi parfois sur des sujets davantage internes ou européens de droits fondamentaux. Et c'était le cas, Alice vous le montrera, de notre projet avec l'Alliance. Au niveau de nos partenaires, alors effectivement, on est plutôt une clinique à saisine indirecte, puisqu'on va travailler avec des cabinets d'avocats, de consultance, des organisations non gouvernementales, ce qui fait un peu le gros aussi de nos partenaires, parfois des associations plus militantes et enfin des organisations internationales. Qui vont donc nous demander telle consultation, telle aide, tel appui sur des dossiers. On organise également au niveau de la formation une école d'été pratique sur le droit international des droits de l'homme et ainsi que des cycles de conférences tout au long de l'année. Donc, la clinique, en fait, elle se compose de différentes équipes qui vont répondre à différents mandats donnés par les partenaires et les équipes sont composées des étudiants, uniquement normalement des étudiants de niveau Master 2. Donc, un petit peu le Master de droit international public de Aix-en-Provence, mais surtout le Master droit et action humanitaire. Et toutes ces équipes vont à chaque fois être encadrées par des doctorants ou bien, dans le cas, par exemple, d'Alice, des jeunes professionnels qui ont été avant des étudiants cliniciens brillants et qui vont justement permettre en fait aux étudiants d'avoir cet aspect d'aide pédagogique, d'avoir cet appui, d'avoir aussi ce dialogue et bien évidemment une sorte de correction des cas lorsque c'est nécessaire pour pouvoir rendre un rendu absolument le plus professionnel, on va dire, possible. Alors, je voulais essayer de répondre très vite aux questions qui nous ont été proposées par rapport au lien entre la clinique juridique et la profession d'avocat. Et la première question, il me semble, c'était qu'est-ce qu'une clinique juridique et surtout que peut-elle faire ou ne pas faire lorsqu'elle travaille avec un avocat. Et il me semble qu'un des aspects assez importants à rappeler aux étudiants lorsqu'on travaille avec des avocats, c'est que la clinique, elle doit, en tout cas dans notre sens de saisine indirecte, conserver un certain recul, puisque nous apportons une aide juridique. On peut aussi établir des propositions de stratégie contentieuse, on peut rédiger de la manière la plus aboutie possible des mémoires ou autres, mais in fine, les choix opérationnels et stratégiques, ils reviennent à l'avocat en lien avec son client et ils doivent être assumés par lui et pas par la clinique ou par les étudiants. Donc ça, je pense que c'est un point assez important à souligner et auquel les étudiants doivent être aussi un petit peu formés. Je suis désolée s'il y a du bruit extérieur. Et ensuite, on avait la question, donc qu'est-ce qu'une clinique peut apporter à un avocat pro bono et quelles sont les différentes collaborations? Alors nous, dans notre cas, j'ai choisi 3 exemples de collaboration entre notre clinique et des avocats. On a une collaboration avec des cabinets d'avantages internationaux sur des affaires assez sensibles. Et ces cas, ils sont extrêmement intéressants et très rigoureux. Mais ce qui est assez difficile au niveau de la difficulté, c'est qu'on ne peut pas forcément mettre en valeur notre contribution tant que les affaires ne sont pas bouclées pour des raisons évidentes de confidentialité. Donc, on a beaucoup de choses à mettre en place justement pour pouvoir éviter tout un problème éventuel au niveau de la confidentialité, au niveau aussi de la protection des victimes. On a aussi des collaborations sur plusieurs affaires plutôt internes et qui vont prendre d'un coup une ampleur plus de contentieux international ou de contentieux européen.
Et ça, je pense que la difficulté peut être de discuter, d'un côté, de presque protéger les étudiants, c'est-à-dire que les avocats ou les avocates qui nous sollicitent peuvent parfois avoir des deadlines extrêmement serrés, des activités aussi pro bono sur lesquelles elles nous sollicitent en plus de leur activité principale. Donc, on comprend bien pourquoi ces personnes sont sous l'eau, mais parfois sollicitent un petit peu au dernier moment. Et donc, c'est cette interaction assez délicate aussi à trouver entre le fait que le cas est passionnant et nous voulons absolument nous y investir, et à la fois, bien sûr, il y a un côté de réaliste, c'est-à-dire que les étudiants restent des étudiants avec leurs propres exigences, au niveau notamment des examens, leur propre stress, etc. Donc, il y a toujours cette ambivalence à bien savoir gérer. Et enfin, on a l'exemple de notre collaboration avec l'Alliance. Là, c'était plutôt un appui à la recherche, durant lequel 2 avocates, dont Kathleen, nous ont apporté leur expérience et leur contribution. Et c'était tout à fait intéressant, je pense, pour les étudiants, parce que ça nous a apporté une vision beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale de la profession d'avocat en France, avec un dialogue beaucoup plus profond que quand finalement on répond à des cas extrêmement techniques. Donc voilà, je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais par souci de temps, je vais peut-être passer la parole à Alice, qui va vous présenter la collaboration qu'on a eue l'année dernière avec l'Alliance. Je vous remercie. Merci Adeline. Donc moi, l'année dernière, j'étais étudiante au sein du master, donc aussi étudiante clinicienne, et cette année, je suis encadrante. J'ai fait 2 projets avec l'Alliance dans le cadre du projet européen, enfin, avec des partenaires européens ClearRight. Donc, je vais vous présenter rapidement ce qu'est ClearRight, puisque l'Alliance nous l'a demandé. Il s'agit d'un projet avec plusieurs partenaires européens qui vise à garantir aux mineurs impliqués dans les procédures pénales un accès, que ce soit tant gratuit, équitable que de qualité, à une assistance juridique. Ce projet, il repose sur 4 objectifs. Le premier, c'est d'améliorer la capacité des praticiens du droit à offrir particulièrement des avocats pro bono et de l'aide juridictionnelle, à fournir cette aide de qualité, que ce soit via des formations, via des forums, enfin des plateformes d'échange sur les bonnes pratiques, ou encore des banques de jurisprudence, par exemple ce qu'on fait cette année avec les étudiants. Ça peut être aussi le second objectif de favoriser la participation des mineurs et des jeunes adultes dans ce projet, dans cette discussion, pour leur permettre d'exprimer leur opinion et leurs besoins, ou encore de les informer sur les garanties procédurales et leurs droits lorsqu'ils sont en conflit avec la loi. Le troisième objectif, c'est d'améliorer la coopération praticiens du droit ONG, ce qui est un aspect vraiment crucial, puisque les associations, les ONG, ont un très gros rôle à jouer dans cette thématique. Et le dernier objectif, le quatrième, c'est de sensibiliser les décideurs publics. Dans le cadre du projet ClearRight, l'Alliance Ex-Global Justice, l'année dernière, elle a fait un véritable état des lieux des pratiques françaises en la matière, et plus particulièrement vraiment centré sur l'accès à l'avocat tout au long de la procédure. Et ce qu'on a tenté de faire, c'était de mettre en perspective les pratiques françaises, les normes françaises, avec les normes et les jurisprudences européennes et internationales en la matière, les différents standards pour essayer de faire vraiment une étude comparative. Cette année, on fait, comme je vous expliquais, une banque de jurisprudence pour permettre aux praticiens du droit d'avoir des banques vers lesquelles se tourner pour gagner du temps, et là encore dans l'optique d'offrir une aide de qualité. Petite particularité sur ce mandat, c'est que, en tout cas sur celui qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'il tombait en pleine réforme de justice pénale des mineurs, et ce projet a pris beaucoup de retard et il n'a été finalisé qu'en septembre 2021. Donc pour la clinique, ça a été vraiment l'occasion de mener une étude comparative, ce qui était vraiment intéressant parce qu'on a pu voir une vraie évolution du droit français. Mais en même temps, on n'a pas été en mesure de... On a vraiment eu du mal en fait à prendre du recul par rapport à ces nouvelles règles, puisque on n'a aucun recul et elles n'ont pas encore été mises en pratique. Donc, on a dû faire le lien entre des anciennes jurisprudences et des nouvelles lois. Je ne sais pas si vous voulez plutôt que je présente ce qui est ressorti de notre mandat, ou alors plus un retour d'expérience sur le lien collaboration avocat-étudiant. Alice, peut-être les deux, comme ça te semble plus pertinent. D'accord. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais peut-être commencer sur plus un retour, enfin, tout ce qui est ressorti du projet, je vais essayer de faire très rapide.
Ce qui est ressorti du projet, c'est que globalement, il y a eu une tendance à confirmer l'obligation d'assistance par un avocat tout au long de la procédure, et c'est confirmé d'ailleurs par la réforme. Donc, il ne s'agit plus seulement d'un droit qui appartient aux mineurs, mais c'est une obligation de fournir un avocat aux mineurs, et ce pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant en lien avec les standards internationaux. Et donc, on considère que même lorsque le mineur ou ses représentants ne sont pas en mesure d'assurer ses droits, alors il est essentiel que la justice s'en charge. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que cette obligation d'assistance par l'avocat, elle est diminuée par plein de petites choses. Déjà par de nombreuses exceptions légales. Donc, par exemple, la présence de l'avocat lors de l'audition libre, c'est une obligation légale. Mais si le mineur ou ses représentants n'en désignent pas un, le magistrat peut décider qu'il n'y a aucun besoin d'un avocat commis d'office, par exemple. Donc, ça crée quand même des disparités un peu d'ordre social, par exemple. Ensuite, on a souvent des méconnaissances ou alors une mauvaise utilisation du droit par ceux qui sont amenés à l'utiliser, et notamment ce qui ressort de nos recherches par les enquêteurs ou alors les officiers de police. Enfin, ensuite, on retrouve des modalités d'assistance qui, certes, sont inscrites dans des textes spécifiques aux mineurs, mais font de nombreuses références directes au droit général, donc au droit qui a vocation à s'appliquer aux majeurs aussi. Et donc, on gomme les spécificités de la justice des mineurs. Et de manière générale, on a trouvé qu'on s'éloignait du principe l'éducatif sur le répressif qui, aujourd'hui, est censé être la pierre angulaire encore de la justice pénale des mineurs. Donc, c'était un peu pour nos grandes trouvailles sur ce sujet. En retour d'expérience, j'en ai discuté avec d'autres étudiants de la clinique on est tous d'accord pour dire que c'est une expérience qui est vraiment extrêmement riche et extrêmement professionnalisante. Et ce côté professionnalisant, c'est quelque chose qui, à notre avis, manque parfois dans le cursus universitaire puisque ça demande un encadrement particulier. Plus particulièrement, dans le cadre de ce projet avec l'Alliance, on a eu vraiment une grande autonomie, que ce soit dans la direction à prendre ou encore dans le déroulé du projet, avec une vraie valorisation de la prise d'initiative des étudiants. Donc, ça nous permet de développer des compétences techniques, mais ça va plus loin que ça, puisqu'on a aussi développé sur ce projet qui a duré plusieurs mois, des compétences d'organisation, de communication et de travail en équipe qui sont, je pense, aussi importantes qu'au final des compétences techniques pour s'inscrire dans le cadre professionnel. Ensuite, on a eu une communication qui, tout au long du mandat avec les partenaires, ce qui a permis de faire un rendu final qui était le fruit d'une concertation entre plusieurs profils avec des perspectives différentes. Et cette disponibilité, cette bienveillance des partenaires de l'Alliance, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans tous les projets cliniques où parfois le partenaire est un peu un partenaire invisible dans le sens où on ne sait pas forcément pour qui le travail est fait et on n'a pas forcément ce lien direct. Et je pense que d'un point de vue pédagogique, mais aussi d'un point de vue valorisation du travail des étudiants, c'est quelque chose de très important puisque, vous l'avez rappelé au départ, ça reste un travail universitaire, comme Adeline l'a rappelé. Et ces échanges étaient vraiment très importants aussi pour nous permettre d'inscrire ce projet de recherche dans le concret et sortir de l'aspect dissertation qu'on peut avoir tendance, du chemin de dissertation qu'on peut avoir tendance à prendre lorsqu'on est étudiant. On a toutefois rencontré certains obstacles. Le premier, c'est que le projet était à caractère européen. Et donc, ce qui était vraiment très intéressant puisqu'il y avait vraiment de nombreux partenaires, mais ça faisait aussi que les décisions se prenaient à différents échelons et que ce n'était pas toujours évident pour les étudiants d'obtenir des réponses qui étaient des réponses très claires, et ça pouvait mettre des délais un peu dans tout ce qui était communication. Et pour les étudiants, on a eu du mal, en tout cas parfois, à cerner le cœur du mandat, et que ce soit tant sur la forme que sur le fond, mais c'était dû justement à ces différents échelons de communication et de prise de décision. Ensuite, pour faire le lien avec ce point positif sur la grande autonomie qu'on a eue, je pense que c'est important aussi, et on en a parlé avec les autres étudiants, de trouver un équilibre entre autonomie et directive afin d'avancer le plus efficacement possible dans le travail, mais aussi parce que la clinique doit rester, à notre sens, en tout cas la clinique dans un cadre universitaire, un espace d'apprentissage, et doit prendre en compte que les étudiants sont encore là
pour apprendre. Et donc, je pense que c'est important dans le cadre d'une clinique de vraiment communiquer clairement sur les besoins, les attentes, mais aussi les contraintes de chacun. Et enfin, vraiment sur un aspect de fond dans le cadre du mandat qu'on a fait avec la clinique, on a eu du mal à introduire vraiment la dimension pratique dans le projet et à concrétiser nos conclusions. Donc, on a tenté de mettre en place un sondage auprès de praticiens avec des avocats, des administrateurs ad hoc, des associations, pour essayer vraiment de récolter des informations qui sortent juste de la recherche théorique. Et je dois avouer que ça n'a pas forcément été un très grand succès et qu'on a eu énormément de mal à récolter suffisamment de réponses exploitables, soit parce qu'il y avait un problème sur la forme du sondage, on aurait dû le retravailler différemment, à mon sens, mais aussi parce qu'on a eu du mal à obtenir littéralement des réponses de la part des personnes sollicitées. Voilà, je laisse la parole à Kathleen. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Kathleen Tayeb. Je suis une des deux avocates qui a travaillé sur le projet Clear Rights et donc qui a eu la chance de bénéficier du travail de la clinique juridique puisque ça nous a beaucoup aidé. Donc là, en fait, je peux vous faire un retour d'expérience, nous, de notre travail avec la clinique et de à quel point ça nous a beaucoup aidé et apporté. Déjà parce que le projet Clear Rights, c'est un projet qui est très ambitieux, ça a déjà été dit, mais c'est un projet qui est à l'échelle européenne, en pleine période de réforme, en tout cas en France, touche à des questions qui sont très fragiles et qui bougent beaucoup, notamment donc la justice des mineurs pour les mineurs en conflit avec la loi. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, nous, avec Noémie qui était l'autre avocate, on est sur le terrain. On est dans l'antenne, on travaille beaucoup en contact avec les mineurs, mais c'est vrai que toute cette recherche de fond, tout ce travail qui a été fourni par la clinique, je pense très sincèrement que ça nous aurait pris un temps fou et que ça aurait retardé considérablement le projet européen qui a un rythme. Un projet européen, c'est quelque chose qui est extrêmement cadré en termes de deadlines, en termes de chronologie, en termes de rendu, qu'on n'aurait pas pu fournir nous, déjà parce que, en tout cas seul, ou en tout cas dans un moment beaucoup plus long. La coopération avec la clinique était indispensable. Nous, ça a été un travail qui nous a beaucoup aidés, sur lesquels on s'est beaucoup reposé et qui a été effectivement aussi très fructueux. C'est-à-dire que c'est pour nous, et de manière générale avec toutes les cliniques, mais ici particulièrement, et du coup je le ressens Alice dans ce que vous dites en miroir, c'est que nous, on avait ce point de vue très pratique et vous étiez confrontés plus à cet aspect théorique qu'on a dû confronter, mais qui était aussi le secret de la réussite et du rendu final. Parce qu'on avait besoin de recherche, de fond, de travail, de droit comparatif, de choses que vous seul, avec tous les étudiants de la clinique, avez pu fournir. Ça a été fait effectivement en très grande autonomie, peut-être en trop grande autonomie. Je ne sais pas comment percevoir ce qui a été... voilà, c'est vrai que aussi, les directives évoluaient beaucoup déjà au niveau de l'Europe, c'est-à-dire que donc forcément, plus il y a d'échelons, plus les choses se retranscrivent au fur et à mesure et c'est difficile, ça brouille la communication parfois. Nous, en tout cas, c'était donc, pour revenir sur le travail de la clinique en tant que tel, c'était un réel travail de recherche, un travail de fond, d'organisation aussi des pensées, de plans. On a beaucoup travaillé sur ce plan, sur comment faire intégrer toutes les notions importantes qui étaient les directives de Clear Rights, justement dans cet aspect de droit comparé, où on doit vraiment avoir des points qui sont revus par les différentes législations de chaque pays. Donc ça, c'était très important aussi. On rajoutait nous, en plus, la difficulté qu'en droit français, on a cette réforme très importante du droit des mineurs qu'il fallait mettre en perspective, qui était très difficile aussi, enfin, pas forcément très difficile, mais qui était une complexité supplémentaire. Plus aussi, et là, c'est vrai que c'était l'aspect qui, je pense, était plus difficile, c'est que nous,
le projet Clear Rights porte aussi sur la représentation, la défense des mineurs en conflit avec la loi et tout cet aspect aide juridictionnelle, AJ, désignation des avocats, commis d'office, l'antenne, toutes ces notions qui finalement sont très pour le coup pratiques sur le terrain et que les étudiants, eux, n'ont pas de vocation à connaître avant de rentrer dans la pratique. Donc ça a fait l'objet d'échanges, de discussions. On a réévalué leur plan, mais c'est vrai que, je le redis ici, c'était un travail de grande qualité qui nous a fait qui nous a permis de transmettre un rendu final dans les temps et de qualité. Donc ça c'était la première chose que je voulais dire. Sur l'autonomie, bon, bah voilà, j'ai expliqué que c'était effectivement le deal, hein, puisque vous allez travailler en autonomie, mais je trouve que vous êtes très bien organisé en interne parce qu'on sentait bien quels étaient les sous-groupes qui devaient travailler sur tel ou tel sujet. Et à chaque fois, quand on faisait des calls, on n'était pas toujours avec tous les étudiants de la clinique, mais avec les interlocuteurs idoines qui permettaient d'avancer utilement. Je n'ai pas trouvé que parfois, avec les cliniques, l'information peut se diluer. Où finalement, avec la multiplicité d'interlocuteurs, on se retrouve à devoir répéter plein de choses, parfois à se contredire. Et ici, ce n'était pas du tout le cas. Donc, j'ai trouvé ça très bien et très utile. Et nous, ça nous a apporté, et je parle au nom de Noémie et moi en tant que praticienne, ce fameux point de vue aussi, il y avait forcément, quand il y a des jeunes étudiants, quand ils n'ont pas encore mis un pied dans la pratique, il y a une sorte de pureté de la réflexion et même des recommandations, puisqu'à la fin, c'était ça aussi la grande difficulté, c'est qu'on devait faire des recommandations basées sur toutes les recherches, sur le fruit des recherches qu'on a pu faire, sur notamment aussi ces sondages qui n'ont pas forcément été effectivement très suivis, mais qui ont été une base de travail aussi. Et donc faire des recommandations, et eux nous ont aidés aussi à faire des recommandations pertinentes et inventives qu'on n'aurait pas forcément pu voir quand on est dans la pratique. On n'y pense plus. Voilà. Donc si je devais résumer, c'était très formateur pour nous aussi de travailler avec eux. C'était avec cette clinique, c'était quelque chose qui nous a aidé beaucoup, qu'on espère reproduire à l'avenir et vraiment qu'il faudrait démultiplier. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai vu une question arriver en dessous. Je crois pouvoir dire sans me tromper que la base des cliniques, c'est évidemment le volontariat des étudiants. Je crois que c'était ça la question, mais je ne l'ai pas bien lu. Merci infiniment, Kathleen. Merci à toutes les trois pour présenter ce partenariat vraiment fructueux avec les cliniques. On voit bien que les cliniques, alors bien sûr, les cliniques, ce n'est pas de la main-d'œuvre gratuite pour les avocats, les ONG. C'est effectivement de l'assistance sur des cas très précis avec une expertise que les avocats ne peuvent pas avoir souvent ni le temps ni l'envie de développer, parce que ça peut être une question ponctuelle qui est posée à un avocat, ou parce que tout simplement il manque de ressources à un moment donné, et que les étudiants, eux, et les universitaires ont cette compétence, effectivement, pour pouvoir procéder à des recherches, assister, conduire. Vous avez très bien noté la nécessité d'avoir un mandat très clairement défini aussi, pour éviter les moments de flottement, puisque entre avocats, on peut parfois se dire, ou entre professionnels, voilà, fais-moi une recherche sur ce sujet ou résous-moi cette problématique de procédure, par exemple. Nous saurons comment l'aborder. Un étudiant peut être un peu plus perdu face à une question aussi large, et c'est effectivement la clé du succès du partenariat entre les avocats et les cliniques. Félicitations pour ce que vous avez réussi à faire avec la ADH, avec l'antenne des mineurs pour Clear Rights. C'est vraiment très impressionnant.